Le dimanche 16 septembre, pour les Journées du patrimoine, Catherine Larcher, présidente de l'association Mémoire de l'Art, rappelle le passé du port de Bergerac, Courpets et Coureau, à fond plat, aux stratégies vikings, ont fait la richesse des consuls des deux rives, de l'ensemble du Bergeracois. Le XIXe siècle marque une refonte du port, mais les rives resteront abruptes. Au total, dès le XVe siècle, Bergerac pourrait rappeler l'esprit de Montmartre en tant que commune autonome. Qui est un retour à l'antique, je veux dire ça, et on les trouve également au XVIIe siècle. Voilà. Alors justement, en architecture en France, on a eu des périodes un peu kitsch. Alors c'est la période donc, de Louis XV, hein, qui avait donc le style Louis XV tout à fait amusant. Et on a également l'Art Nouveau, qui est un style un peu amusant aussi, très végétal. Et là, vraiment, c'est un retour, on revient toujours à des choses un peu carrées, qui nous viennent, bien entendu, de la Grèce et de Rome. Voilà. Et notamment, donc, sous Louis XVI, on va découvrir Herculanum et Pompéi, donc ça va être une folie, et tout le monde va à nouveau vouloir ce style un peu rigide. Voilà. Ça indispose profondément les architectes. Et en fait, vous voyez, c'est un style quand même qui est très joli. Et après, donc, ça va durer à peu près une quinzaine d'années. Après, on va revenir à un style beaucoup plus classique. Voilà, alors le style sous Louis XV, c'était le style rocaille. Alors notamment, c'est un style qui n'est pas du tout, si vous voulez, carré, c'est un style qui est un petit peu comme ça, un petit peu végétal. Donc c'était un peu la personnalité de Louis XV. Et donc là, on veut véritablement changer l'architecture, et vous avez ça. Bon, alors elle est très simple, mais voilà, elle est mignonne. Et, alors vous avez des choses extraordinaires, notamment à Paris. Vous avez des choses extraordinaires à Bruxelles, à Prague aussi, qui est une ville Art Nouveau. Et là, c'est un petit rêve de cette période. En fait, vous avez rue de la faïencerie. On a été une terre de faïencerie. Je vous ai dit qu'il y avait une potière, et notamment au musée donc, de Bergerac. Vous avez ces pots qui sont extraordinaires, des pots vernissés verts qui sont vraiment très modernes. Et donc, on a eu 3 faïenceries. Alors, une faïencerie qui était ici, qui était malheureusement, qui faisait des objets un peu courants. C'était avant la porcelaine anglaise qui va nous concurrencer. Et donc des objets comme les assiettes banales, les pots banales, donc, qui justement pouvaient travailler grâce à la rivière, mais aussi à cette source d'eau. Et surtout en face, et donc exactement où habitait le meunier, il y avait une des plus extraordinaires faïenceries, qui s'appelait la faïencerie Bonnet, et qui faisait ces assiettes, qui maintenant valent à peu près une fortune. Alors c'est ravissant. Alors le drame de cette faïencerie, c'est qu'elle a été complètement cassée par la grande crue de 1783, qui a complètement aussi cassé l'ancien pont. Alors pendant 2 jours et 2 nuits, il avait plu, c'était épouvantable, et tout ça a été littéralement ravagé. Et bien sûr, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Le meunier a récupéré et le moulin à eau avec le coteau en dessous. Et donc l'habitation, il a véritablement tout cassé, et il avait fait donc sa nouvelle maison. Et donc vous voyez ces faïences extraordinaires que vous pourrez voir tout à l'heure que tous les musées sont ouverts. Et donc ces faïences extraordinaires qui sont vraiment très jolies, avec toutes ces couleurs. Alors notamment c'est typique de la faïencerie Bonnet de Bergerac. Vous avez donc ce qu'on appelle une île, ces fougères, ce sont des fougères. Vous avez également, ce qui est très rare, le petit perroquet. Alors tout simplement parce qu'on avait des liaisons avec les îles, hein, on était liés aux îles, donc vous avez ce perroquet. Et ça a fait à peu près, il y a quelques années, ça a fait vraiment des sommes folles. Les petits perroquets, je crois qu'ils sont partis à 2000 €. Et donc vous pourrez les voir donc, dans le musée de Bergerac. Et donc on est quand même une terre de faïence. Voilà, c'est pas donné à tout le monde. Et on a même été, alors, là aussi, il n'est pas encore mis en valeur. On a eu une manufacture d'armes à la Révolution. La ville possède un fusil extraordinaire, le fusil des volontaires. Donc vous voyez, on était quand même une ville quand même assez industrieuse. Alors ils appellent ça ici la petite Russie.
parce qu'il y a eu beaucoup de petites sociétés, notamment des fonderies. Et on voit encore quelques ateliers de fondeurs, on a beaucoup fondu. On a été un grand pays de fonte. Voilà. Alors donc, vous voyez cette très belle maison retour d'Égypte, donc c'était la faïencerie. Alors vous aviez aussi les babus, qui ont fait des choses beaucoup moins jolies. Alors Bonnet, il a fait aussi des roses. Alors donc, on a quelques grands collectionneurs. Et en fait, bon, le musée de Bergerac a quelques assiettes, ça vaut le coup de les voir. Et vous en avez également à Montbazillac, au château de Montbazillac, il y a quelques assiettes. Il y a des petits Chinois aussi. Voilà, alors il y a les petits Chinois parce que les petits Chinois qui pêchent, bon, beaucoup de roses. Voilà, et donc il faut savoir que ça c'est vraiment typiquement bergeracois et que les couleurs sont très belles. Et donc dans ces grands moulins, il y avait donc des fours. Cette technique est quand même très difficile. Les bois étaient infiltrés et ça ne tenait pas le vin. Donc c'est pour ça qu'on a adapté ces bateaux. Et alors ces négociants, parce que c'est des maisons de négociants, il faut aller les voir, elles sont magnifiques. Ces maisons de négociants, ils allaient carrément en Auvergne voir récupérer leur bois sur pied. Les bateaux étaient faits tout à côté de la Dordogne et ils descendaient. Alors c'était véritablement une aventure incroyable. La rivière était simplement flottable. Hein. Et donc il est désossé là. Alors notamment tous ces bois que vous avez vus chez Pascal Pau, qui est le président donc, du quartier de la Madeleine, ça vient de là. Ces bateaux étaient désossés, alors on prenait la cargaison et on s'en servait pour les maisons, pour du bois de chauve. Mais toutes les maisons de Bergerac anciennes ont ces bois. Alors c'est incroyable parce que vous voyez très bien la manière dont il faisait rentrer, vous voyez encore des trous, on voit très bien la manière dont il est... Alors moi j'en ai dans ma maison, dans mon grenier. Alors toutes les maisons de Bergerac avaient ce bois pas cher en fait, qui est un bois de réemploi. C'était quelle sorte de bois? Alors donc c'était des bois qui n'étaient pas véritablement chers. C'était du chêne? Alors le chêne on le conserve parce que le chêne est un bois très cher. Donc bon il y avait beaucoup de châtaigniers, de choses comme ça. Voilà, mais en fait par contre pour les courants de moyenne Dordogne il fallait des bois qui tiennent. Parce que la rivière jusqu'à Libourne elle est excessivement dangereuse, notamment il y a il y a ce remous perpétuel. C'était très dur, notamment entre Bergerac et Libourne, il y avait environ 25 points très difficiles. Alors c'était des gens qui n'avaient pas du tout de cartes, hein. Les cartes ont été faites beaucoup plus tard, et ils avaient tout dans la tête, et comme c'était des équipages familiaux, ils se les passaient de père en fils. Et on sait qu'il y a eu beaucoup de naufrages, il y a des points où il y avait énormément de naufrages. Et donc il fallait quand même des bois qui tiennent la rivière. Le mascaret, voilà, c'est ce... Alors le mascaret, c'est impressionnant, notamment quand il arrive. En fait, c'est des vagues impressionnantes. Les gens arrivent à faire du surf pour quelques jours. Hein. Alors c'est une eau qui est très sableuse. Hein. Alors ce que je voulais vous parler aussi, c'est les techniques de pont. Alors ce pont, c'est un pont extrêmement moderne, parce que la rivière a un fond très stable, ils s'en sont rendus compte. Et donc, il a été reconstruit. Le premier a été détruit en 1783 par une crue terrible. Et celui-ci a été reconstruit, mais très longtemps après. Il y a eu un bac entre les deux rives. Et celui-ci, donc, on a pris deux techniques, une technique totalement moderne. Et on voit très bien, quand vous êtes au milieu, on voit très bien qu'il y a une espèce d'arc. Oui, il y a une cassure. Hein. Alors, une première partie, ils ont travaillé, les ingénieurs des ponts et chaussées. Et celui qui l'a construit, il s'appelait Cousin. C'était un élève du grand architecte qui a construit celui de Bordeaux. Alors c'est pas aussi merveilleux parce qu'à Bordeaux vous pouvez aller à l'intérieur pour vérifier le pont. Mais c'est très dur de faire un pont sur cette rivière qui est quand même très sauvage. Alors une première partie, ils ont fouillé à la manière romaine, ils ont isolé les piles. Et deuxième partie, de l'autre côté, ils ont carrément travaillé sur la roche, qui était suffisamment stable. Et en fait, donc il y avait des péages, vous payez, et ça a coûté une fortune à la ville de Bergerac. Et il y a eu un montage par les Badenberg, exactement comme à Bordeaux, pour payer ce pont qui était horriblement cher, comme le port pour les finances de la ville. Alors il avait été construit pour faire traverser les troupes de Napoléon, mais comme il a été très cher à financer, il s'est construit qu'en 1825. Et c'est à partir du moment où le pont a été fait qu'on a refait le port, parce que tout était imbriqué, voilà.